Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Trump revigore d'une certaine manière la démocratie américaine. D'ailleurs, même ses plus grands excès, ça a toujours été fait dans le sens de l'expression de la démocratie américaine. Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Alexandre. merci d'avoir pris le temps de venir nous voir et de parler de sujets d'actualité, mais peut-être de sujets d'avenir aussi. La première chose dont je voulais te parler, je me suis fait défoncer la semaine dernière sur les réseaux en parlant de l'élection de Trump et ensuite de la victoire de Trump. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu vois les choses là-dessus? Pour l'économie, c'est plutôt haussier, puisque c'est quelqu'un qui est avant tout sensible à l'activité économique, à la réussite du business des entreprises américaines. Donc sur le plan de l'ajustement budgétaire, il est beaucoup plus laxiste, moins rigoureux que la candidate démocrate, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout pour Corporate America, puisqu'il y a un projet de prolonger les baisses d'impôts qui avaient été votées à partir de 2017 et même de baisser pour les entreprises qui produisent aux États-Unis le taux d'impôt sur les sociétés qui passerait de 21 à 15%. Il y a aussi des projets de dérégulation d'un certain nombre d'activités, notamment l'extraction fossile, une partie de la santé, une partie de la tech. Donc, d'un point de vue général, en particulier pour les entreprises américaines et les entreprises locales américaines, je pense qu'il y aura un gain de confiance également. Est-ce qu'on est dans le prolongement de l'élection 2016 ou est-ce qu'on est dans une fracture avec un nouveau modèle? Même si effectivement il y a des bases communes, qu'est-ce qui peut changer finalement par rapport à ce qui s'est passé en 2016? Non, ça va dans le sens de 2016 en fait, fondamentalement. America's First. Donc voilà, je travaille pour la puissance américaine. Voilà. Et je réponds à un certain nombre de préoccupations profondes des Américains. Voilà. Donc je travaille pour Corporate America et in fine pour le peuple américain, voilà, qui a été frustré, qui a été profondément angoissé par une certaine forme d'indifférence, tant dans le camp démocrate que dans le camp républicain, notamment des néoconservateurs, à l'égard de phénomènes que ce peuple américain a subis depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire la désindustrialisation, c'est-à-dire l'immigration débridée, c'est-à-dire l'envahissement du wokisme, et pas seulement dans les universités, dans l'enseignement supérieur américain et qui fait des ravages, qui a fait des ravages. C'est ça, cette réponse directement, c'est une réponse à l'impuissance publique, l'impuissance des démocraties. Et c'est pour ça que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Trump revigore d'une certaine manière la démocratie américaine. D'ailleurs, même ses plus grands excès, ça a toujours été fait dans le sens de l'expression de la démocratie américaine. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que justement en Europe et particulièrement en France, les gens ont peur parce qu'on se dit c'est un fou, la démocratie explose, qu'est-ce qui va se passer? La démocratie n'explose pas du tout. D'ailleurs, on l'a vu, on nous avait raconté, il y a un certain nombre d'éditorialistes en France spécialisés pour nous raconter les malheurs occasionnés par Trump. Ils nous racontaient déjà la même histoire en 2016, ils nous l'ont refait en 2024. C'est un peu comme dans le film Alien, le célèbre film de James Cameron. Il y avait Alien et puis ensuite Alien le retour, tu sais. Donc comme Trump et Trump le retour. Alien, tu sais, dans le premier film, le monstre, tu le vois quasiment pas. Il fait peur, mais tu le vois pas. Dans le deuxième, il se lâche. Voilà, ça va être pire. Et moi, je parie que ce sera pas pire. Ce sera à peu près, c'est-à-dire à peu près ce qu'il a fait dans le premier mandat, c'est-à-dire un très bon bilan macro. Du point de vue de la croissance, du point de vue des créations d'emplois, du point de vue du taux de chômage, du point de vue surtout de l'investissement, en particulier de l'investissement de la tech, grâce à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés qu'il a réalisé à partir de 2017. Ça a été un très bon bilan. Il faut reconnaître, pour être tout à fait objectif, que Biden aussi avait un bon bilan. Et d'ailleurs, je dirais que d'ailleurs les deux, c'était match nul entre Trump et Biden. Mais je crois qu'au-delà du bilan macroéconomique, Trump répondait à un certain nombre d'exigences démocratiques d'une partie du peuple américain. Et de ce point de vue, c'est plutôt une leçon à l'Europe, qui, elle, vit dans son impuissance quasi permanente, dans sa complexité permanente, dans sa léthargie permanente. Et c'est ici, en Europe, qu'on donne des leçons de gouvernance aux Américains. Cette élection s'est passée, il y a quand même 244 millions d'inscrits aux États-Unis. De fait, c'est la plus grande démocratie au monde, parce que c'est vrai que l'Inde est formellement démocratique. On sait très bien que les élections ne se passent pas de façon
et c'est très difficile dans un pays aussi peuplé, de façon aussi transparente. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de contestation, la transition, on nous racontait des horreurs, et on nous raconte, alors comme ça ne se passe pas, on va nous raconter des horreurs qui vont sortir à partir du 20 janvier prochain, lorsque Trump va être officiellement investi. Voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est un retour de America's First. Trump est un type, je trouve, assez adapté à l'économie de conflictualité dans laquelle nous sommes. C'est une attitude fondée sur les rapports de force, fondée sur l'approche transactionnelle, pas sur les règles. Voilà. En fonction, certes, des études, de tout ce qui a pu être fait, mais en fonction aussi de son flair et même de son instinct. Le rapport de force, on va en parler juste après, mais tu parlais d'Europe, ça me permet la transition. Quelle incidence sur l'Europe vis-à-vis de l'élection de Trump? Tu parles d'American First, on a parlé des droits de douane. Quelle est l'incidence de ça? Comment tu vois les choses, toi? On nous a fait un pataquès encore sur les droits de douane. D'abord, si je prends la zone euro, les exportations vers les États-Unis d'Amérique, c'est 3,1% du PIB. Ce n'est pas 50% du PIB, c'est 3,1%. Puis en plus, c'est très variable suivant les pays. C'est sûr qu'en Allemagne, en Suisse, en Pays-Bas, c'est plus important que pour la France ou l'Espagne. L'Europe du Sud exporte moins aux États-Unis. Mais ce n'est pas si énorme que ça. Ensuite, ce sera en partie compensé, les droits de douane que les Américains vont mettre en place à 10 ou 20%. Puis c'est une négo. Oui, déjà ce sera une négo. Et ensuite, ce sera en partie compensé par la baisse de l'euro par rapport au dollar. Ouais. On ne sait pas s'il va le faire d'un coup, s'il va étaler ça dans le temps. Donc ça va être lissé dans le temps, comme il l'a fait d'ailleurs entre 2017 et 2020. Il n'a pas appliqué tout de suite des droits de douane sur l'aluminium, l'acier, puis surtout sur la Chine, tout de suite d'un coup. Il a mis ça par étapes. Donc ça va être très graduel. Et puis, les entreprises européennes qui vont subir des droits de douane vont évidemment ajuster leurs marges également. Elles vont bénéficier aussi par ailleurs de l'imposition des droits de douane sur 60% des importations chinoises et même 100% pour les voitures électriques, voire plus. Ouais. Donc, elles vont pouvoir gagner des parts de marché en Chine. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, il n'y a pas que des éléments négatifs. Et puis, il y a toutes les entreprises françaises qui sont très présentes aux États-Unis, pas qui exportent, notamment les entreprises de services, ou même certaines entreprises industrielles qui sont très présentes aux États-Unis. Jamais elles ont été aussi présentes d'ailleurs dans la période contemporaine. Et elles vont bénéficier du regain de croissance, de la baisse des impôts, et elles vont redistribuer ça en partie aux Européens sous forme de dividendes, de revenus de capitaux, etc. Donc il n'y a pas que des éléments négatifs, même pour l'Europe. Et au-delà des effets mécaniques, j'ai envie de dire que l'Europe, de toute façon, a besoin d'être secouée. Elle a besoin de régulateurs. Là où elle a progressé sur les 4 dernières années, c'est des gros régulateurs externes. Covid, pour la première fois, elle a mis en place des emprunts coordonnés, des emprunts unifiés, des emprunts nord-sud. C'est la première fois que ça arrivait, c'était le fameux Hamilton Moment de l'histoire européenne. Et puis, après la guerre d'Ukraine, elle a compris qu'il fallait plutôt avoir une stratégie commune en matière gazière, etc. Donc, elle a progressé. Et Trump, l'avantage de Trump pour l'Europe, c'est qu'il va la secouer. Il va la secouer, c'est-à-dire son apathie, sa complexité, ce que j'évoquais tout à l'heure, sa lenteur, son manque de courage aussi, il faut bien le dire. Et de ce point de vue, ça la poussera à s'adapter. D'ailleurs, il y a plusieurs voix qui s'élèvent là-dessus en Europe. Et donc, c'est... Lesquelles ? Des voix de... pas tellement en France, c'est vrai, parce qu'en France, des voix d'éditorialistes dans la presse étrangère, voire de politiques, parfois, à l'étranger, en Europe, qui mentionne que c'est peut-être effectivement une grosse contrainte, mais c'est une contrainte salutaire pour le moyen long terme, pour s'adapter à tous les enjeux, et pas seulement d'ailleurs les enjeux purement économiques. Il y a un enjeu très très direct, c'est un enjeu géopolitique. Donald Trump a dit en août dernier que pour vraiment bien participer à l'OTAN, il fallait avoir 3% de dépenses militaires dans le PIB. Or, il n'y a pas beaucoup de pays européens qui dépassent la moyenne des 3%. Je crois que toute l'Europe réunie, c'est même pas la moitié de ce que dépensent les US. Non, les États-Unis, 340 000. Il faut, quand on critique Trump ou les États-Unis, il faut quand même avoir des idées de base. Par exemple, les droits de douane. Les droits de douane pour les exportations qui vont aux États-Unis, c'est 2,1% du PIB américain. Alors que les droits de douane que eux, les Américains, subissent lorsqu'ils exportent dans le reste du monde, c'est 6% du PIB. Ouais. Donc, vous voyez que... 6% en termes de droits de douane, moyens, pas en termes de PIB, en termes de droits de douane moyens. 6% versus 2%.
par certains côtés, c'est normal qu'il y ait un réajustement. Prenons l'exemple des dépenses militaires. Les dépenses militaires américaines, c'est presque 40% des dépenses militaires mondiales. Alors que la population américaine, 340 millions d'Américains, ce n'est que 4,5% de la population mondiale. Voilà. Donc, quelles sont les leçons que l'Europe a à donner? Il est normal que, en plus, les conflits actuels et hélas, les conflits potentiels futurs sont plutôt plus proches de l'Europe que des États-Unis. Je pense en particulier à la Russie, les initiatives impériales de la Russie, voire de la Turquie, et le Proche-Orient, qui est quand même plus proche de l'Europe. J'allais t'en parler justement. Tu parlais de rapport de force tout à l'heure. On va essayer de finir sur la géopolitique, peut-être un mot sur la France et 2025 ensuite. Tu parlais de rapport de force, tout le monde a dit on a élu un fou à la tête du pays le plus puissant du monde. D'abord, est-ce qu'il est vraiment fou? Et ensuite, est-ce qu'on parle à des gens comme Poutine, comme Xi Jinping, qui sont des gens bien équilibrés? Mais non, mais en fait, de toute façon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. On peut dire qu'il est fou, qu'il est agressif, qu'il est vulgaire, qu'il est paresseux, qu'il est ceci, ça. Ça ne change rien. Je vais juste te dire un truc. Une élection au suffrage universel, ce n'est pas un site de rencontre. D'accord? Il faudrait qu'on arrête un peu de cette mentalité bisounours, hein, où on s'habitue à voir des gens qui parlent bien et qui ne font rien. Ce qui est le cas, par exemple, pour un pays comme la France, si je caricature un peu, si je résume un peu. J'allais te dire, si tu m'as permis ma transition sur la France juste après. Une quarantaine d'années. Enfin, tu as des gens qui ne sont pas fous, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans quel état est notre pays aujourd'hui au bout de 40 ans d'échecs? Voilà. Alors, un fou peut-être, mais il y avait un autre fou dans l'histoire américaine aussi qui était quand même le meilleur de sa génération. Il s'appelait Patton. C'était dans le domaine militaire. Et c'était un type vraiment au comportement un peu borderline, on va dire. Et pourtant, Eisenhower, hein, qui pourtant l'a viré parce qu'à cause de son comportement, estimait que c'était le meilleur de sa génération parmi les officiers généraux américains. Voilà. Donc, on a parfois besoin d'un type totalement disruptif. C'est ce que disait avant sa mort Kissinger. Lorsqu'il y a un certain nombre de challenges qu'on doit relever, on ne peut pas se contenter de l'homme normal. Ce qui était Biden ou ce qui est l'homme Macron. Normal, on a connu ça en France. Oui, en France. Non, mais même Macron, c'est à peu près pareil. Enfin, voilà, fondamentalement. Mais alors, voilà. justement, pour rapidement conclure sur la partie économique, politique dans le monde et dans ce qui nous concerne, la France, on a un gouvernement un peu instable. Comment tu vois les choses, toi, à court moyen terme? On parle du retour de l'ISF, de l'augmentation de la flat tax. En deux mots, comment tu vois les choses sur ce qui va arriver? Non, l'ISF et la flat tax, je ne pense pas, hein, puisque de toute façon, c'est le gouvernement hein, qui mène quand même les choses à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque d'ailleurs le texte est reparti sous sa version initiale au Sénat, donc il va sans doute y avoir des amendements, mais à la fin du match, c'est le gouvernement qui décidera la copie finale. Simplement, il y aura la sanction éventuelle du 49.3. Voilà. Donc là, ce que je pense, c'est qu'il va falloir encore s'ajuster, parce qu'en fait, fondamentalement, ce gouvernement dépend du RN, donc il va falloir qu'il écoute un peu le RN sur l'augmentation des tarifs de l'électricité, sur les retraites ou je ne sais quoi, pour que ça passe. Et mon opinion générale, c'est toujours un peu difficile, mais mon opinion d'ensemble, c'est qu'il devrait passer l'hiver, si je puis dire, il devrait passer le 31 décembre, normalement. Voilà. Et ensuite, ensuite on verra. Okay. Ce qui est sûr, c'est que Macron a fait une grave faute politique en juin dernier, une très gravissime dans l'histoire politique moderne. On voit l'enquête d'EY qui est parue très récemment sur la méfiance des investisseurs étrangers à l'égard de la France, hein, des investisseurs réels, hein, pas des investisseurs en produits financiers, mais ça va. Alors paradoxalement, on nous dit les investisseurs viennent en France, investissent en France, investissent dans les boîtes françaises. Non mais ça, là on a cassé quelque chose avec la dissolution. On a cassé l'un des atouts de la France, indépendamment des mesures fiscales ou réglementaires, on a cassé la stabilité gouvernementale. Ça, c'était un grand acquis de la Ve République. Alors, on la retrouvera peut-être un jour. Hein. On était un des rares en Europe à l'avoir maintenu, d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement. Dans une période, quand même, où on n'avait vraiment pas besoin de ça, quoi. Une période qui, sur le plan géopolitique, avec Trump, avec Poutine, avec Xi Jinping, avec les mollahs iraniens, mais franchement, prendre une décision totalement aventuriste de ce type, c'est une faute majeure et qui nous affaiblit, qui affaiblit la France, bien sûr. Pour conclure en 3 mots, ou en 2, tu me diras, sur 2025, 2026, certains disent
les marchés vont s'emballer, on attend donc une crise en 2026. A contrario, non, les marchés, on va revenir dans un cycle économique normal, un cycle peut-être un peu plus long que ce qu'on a connu. Comment tu vois les choses sur 2025-2026 au niveau financier, marché? Cycle économique normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement, je pense que... C'est-à-dire cycle long, en fait. Ah bah oui, cycle long. De toute façon, on était déjà, avant Covid, on était déjà dans le cycle le plus long de l'histoire. Simplement, c'était interrompu par Covid. Puis en plus, la guerre d'Ukraine a modifié un peu. 2018 Covid, c'est quand même des cycles assez courts. Non mais, on avait démarré le cycle marché haussier et le cycle expansif à partir du printemps 2009. Et ça a duré jusqu'à Covid, jusqu'à février-mars 2020 en fait. S'il n'y avait pas eu Covid, on aurait probablement poursuivi. Avec un petit couac en 2018. Oui, c'était une correction. C'était une correction, il n'y a pas eu de récession. Non. C'est une correction sévère. Et d'ailleurs, pour revenir sur Trump, Trump avait eu raison de condamner la Réserve fédérale, d'ailleurs qui s'était ajustée à juste titre, si je puis dire. Et donc qui avait un petit peu capitulé par rapport à Trump. Oui, un cycle long, mais avec des performances très variables. Je pense que la croissance potentielle américaine, grâce, faut le reconnaître aussi, aux initiatives de Biden qui ont été bonnes sur les infras, en particulier le projet Bill qui est passé au Congrès, CHIPS en matière de tech américaine et l'IRA en matière de transition énergétique. Déjà que ça allait bien du point de vue de la numérisation, de l'IA générative depuis 2 ans environ, mais je crois que la meilleure nouvelle aux États-Unis, c'est les gains de productivité qui vont probablement encore s'étendre avec une affirmation de la puissance américaine que Trump va consolider évidemment, mais qui s'est révélée au cours des 4 dernières années. Souveraineté sanitaire, le vaccin il est plutôt né là-bas, pas chez nous hélas. Du point de vue de la production et de l'exportation des armes, l'Ukraine, elle tient grâce aux États-Unis et pas grâce à l'Europe. Et du point de vue énergétique, on a été sauvé en partie par le LNG américain à partir de 2022-2023, parce que sinon, on était en grosse difficulté. Donc sur 3 aspects de la souveraineté, même avant Trump, il faut bien le reconnaître, l'Amérique manifeste son leadership, a stoppé, ça c'est très important, elle a enrayé l'ascension technologique de la Chine. Ça c'est très très important parce qu'il y a une vraie bataille. Elle ne veut pas détruire la puissance technologique chinoise, simplement elle veut l'enrayer. Elle veut contenir la puissance chinoise plutôt dans le bas et moyen de gamme. Et le haut de gamme, se le réserver à elle. Voilà. Et elle l'a montré en grande partie avec ChatGPT, mais je pense qu'il y aura d'autres développements dans ce domaine-là. Parce que Xi Jinping est en difficulté là-dessus. Et pas que là-dessus. Pas que là-dessus, il y a aussi des problèmes démographiques, il y a des problèmes immobiliers, il y a des problèmes environnementaux, enfin il y a plein de problèmes en Chine. Et je crois qu'il a perdu la confiance de la population, je pense, notamment des chefs d'entreprise, à partir de ces initiatives malheureuses de 2021. Donc la Chine est enrayée. D'ailleurs, on le voit sur les courbes, sur le poids du PIB de la Chine dans le monde qui n'arrêtait pas d'augmenter depuis plus de 40 ans, depuis Deng Xiaoping. Là, ça se stabilise. Et avec d'autres indicateurs comme la puissance technologique, on voit que l'ascension chinoise est enrayée. Donc ça se passe très bien pour les États-Unis fondamentalement. Super, j'aurais aimé parler de ça pendant 2-3 heures, mais on va chacun vaquer à nos occupations. Merci infiniment Jean-Pierre d'être venu nous voir et à très bientôt. À bientôt.